Ahmed Bakayoko. Le demi-dieu des lagunes. Chronique d'un déclin programmé. Épisode 1. Soro Guillaume reçoit la visite du très célèbre Tene Birahima Ouattara à son bureau de l'Assemblée nationale ce jour du 8 novembre 2017. Il s'agit entre autres de convaincre l'ex-chef rebelle de rejoindre le RHDP et bien d'autres sujets, parmi lesquels imposer aux jeunes prétentieux d'attendre 2025 pour son tour au palais. Soro ne l'entend pas de cette oreille. Il jette un pavé dans la mare. Le secret qu'il vient de balancer est la preuve que le jeune Soro Guillaume a pris des dispositions. Qu'il est prêt depuis longtemps. Tene, je sais qui tu es et tu ne m'effraies pas. Tu es un grand frère et je te respecte. Nous sommes tous deux fils du président, même si moi je ne suis pas de son sang. Depuis cette entrevue, la méfiance entre les deux hommes était réciproque. Lorsqu'il libère le tabouret, Soro veut lancer des alertes à son père car pour lui, le fils, ou ce que dis-je, le frère photocopie est trop gourmand, vindicatif. Il a peur que la rancune de ce dernier envers le Prado pousse ce dernier à se couper de ses vrais amis. De fait, Tene Birahima Ouattara n'a pas été reconnu par son père. Sa grande-mère va mettre fin à la polémique pour protéger son fils Alassane Dramane Ouattara et récupérer l'enfant alors âgé de 8 mois. À l'époque, il était de coutume que des enfants soient déclarés longtemps après leur naissance. La déclaration a été faite à sa 8e année pour l'inscrire à l'école. Ainsi, sa grande-mère deviendra sa mère et son père deviendra son frère. Cette histoire est bien connue à Kong. Birahima saura cette histoire au lendemain du coup d'État contre Thomas Sankara, au détour d'une conversation de réjouissance, lorsqu'un ami de la famille lâchera, bien fait pour quelqu'un qui voulait prendre Dramani comme ministre avec un salaire d'instituteur. Selon ce que je sais, et j'en sais beaucoup, Birahima en a voulu à son père jusqu'à la nomination de celui-ci comme président du Conseil interministériel pour le redressement économique de la Côte d'Ivoire en 1988. Cependant, il en veut encore à ses demi-frères. Que dis-je, à ses neveux visages pensifs. Nous y reviendrons. Lors de ces réunions publiques qu'il animait, malgré lui, Soro Guillaume laisse des indices, rappelle au Prado le chemin parcouru, invite Gon Coulibaly à la méfiance. Mais ce dernier voit en cela une tentative de manipulation. Soro Guillaume lui fera parvenir une note discrètement. Cette approche avait été rendue possible par Alexandre Benalla et ses entrées au service de renseignement français, lors du séjour de convalescence de Gon Coulibaly. Que nenni. Pire, Gon Coulibaly va avertir Ouattara des approches de l'ex-chef rebelle. Alors Soro Guillaume change de stratégie. Akossi Benjo est en disgrâce avec le pouvoir et en exil depuis 2018. Il sera alors le cordon entre Bédier et le riche ex-président de l'Assemblée. Il va donc bénéficier des services de sécurité très huilés de Soro. Il n'a plus à craindre pour sa vie. Soro veut en finir. Avec les nouvelles venant d'Abidjan, il a compris que Tene n'est pas seul dans le complot. Le vrai manipulateur est bien Alassane Dramane Ouattara. Il fait du bis repetita. C'est pareil que pour la rébellion, jamais il n'apparaît impliqué. Il faut le faire tomber. En bon stratège, Soro veut vendre son idée à celui dont le nom est associé à la ville de Gagnoa. Laurent Gbagbo. Seulement le vieux a la rancune tenace, il refuse de le recevoir. Des indications lui font comprendre que le président n'est pas son promotionnel. S'il veut parler, qu'il aille voir son camarade. Blé Goudé, avec la permission de ses avocats mais et surtout, avec la permission de son père, reçoit Guillaume Soro à La Haye le 24 novembre. Après la section communication avec son lot de photos et déclarations officielles, les deux fessistes vont se retirer à l'abri des caméras pour discuter. Blé Goudé Charles est chargé de transmettre les regrets de l'ancien Premier ministre au président Laurent Gbagbo. Mais au-delà des formalités, Soro fait part de son projet et voudrait l'aval du président Gbagbo, car selon lui, Bédier a donné son accord. Gikawe serait garant de cet accord, au cas où le vieux n'arriverait pas au terme de 2020.
Avec la surveillance qui est de rigueur, ce sont plusieurs émissaires qui vont faire les va-et-vient entre La Haye, Bruxelles, Paris et Abidjan pour transmettre les messages des uns aux autres. Épisode 2. Israël Eliane Coco était une fervente chrétienne. Sous-lieutenant de l'armée, elle avait gravi les échelons et sa réussite forçait le respect. Elle était l'aide de camp du ministre Ahmed Bakayoko. Le ministre admirait son professionnalisme. Le 4 décembre 2017, elle reçut un coup de fil, l'invitant à une rencontre le samedi 9 décembre 2017. Pour Eliane, c'était monnaie courante. Des personnes payaient fortune souvent, pour avoir son numéro afin de lui demander la faveur de rencontrer le demi-dieu des lagunes. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette démarche. Sauf qu'elle était loin de s'imaginer que cette rencontre avait été planifiée pour tout autre chose. Eliane, aussi jeune qu'elle était, ne se laissait pas impressionner de n'importe qui. Et pour cause, elle est responsable de la sécurité d'une personnalité qui cumule plusieurs casquettes politiques. En plus de cela, son patron est un baron. La rencontre a lieu et, les initiateurs de cette rencontre étaient le chef d'état-major particulier du palais le général Wagondo Diomandé, le directeur du renseignement Inza Touré. Il est instamment ordonné au sous-lieutenant d'être une taupe dans le dispositif sécuritaire du ministre, selon eux, ce serait un ordre venant du président Ouattara. Eliane Coco était militaire. Elle sait obéir aux ordres. Elle accepte sans jamais montrer aucune opinion contraire. Mais, pour être à ce poste, il lui fallut prouver par bien des manières sa loyauté au tout-puissant ministre. Elle le sait, au sommet de l'État, les cartes sont en redistribution. Avant d'avertir son amant de patron, elle décide d'enquêter pour identifier l'ampleur de la menace. Elle peut ainsi compter sur un allié de poids, le lieutenant Doumbia, chargé de mission particulier du ministre, qui est en formation pour le grade de commissaire de police. Lui et Amba ont un passif et il est son homme de confiance. Les deux officiers décident de resserrer les rangs pour mener leur enquête avant d'avertir le demi-dieu. Eliane a eu sa mère au téléphone et lui annonce ce jeudi 14 décembre 2017 sa visite à la cour familiale. Elle a besoin de se ressourcer. Elle sera victime d'un accident de la circulation la nuit du samedi au dimanche 17 décembre 2017 et succombera de ses blessures. Dès l'annonce de l'accident, le lieutenant-commissaire Doumbia soupçonne un assassinat. Il se dépêche sur les lieux. Il veut retrouver le téléphone du sous-lieutenant. Avec 3 hommes du dispositif sécuritaire, il passe le lieu au peigne fin, sans succès. Il en a la certitude, c'est un assassinat. Il informe le puissant ministre le lundi de vive voix. Ahmed Bakayoko se rend sur les lieux le mardi 19 décembre, officiellement pour se recueillir sur les lieux, mais il s'agit de constater par lui-même les indices relevés par son bras droit. Après cela, tout est bouclé autour du ministre. Le commissaire Doumbia meurt dans un accident sous l'échangeur de la Riviera 2 le 15 mars 2019. Les témoins ont remarqué une accélération subite du commissaire, lui qui aimait prendre son temps en voiture. Malheureusement, la 3e puissance mondiale ne dispose pas d'experts Abidjan qui auraient pu remarquer le dispositif électronique qui contrôlait le véhicule et causait l'accident. Dommage. Ce décès va fragiliser le dispositif sécuritaire du ministre de la Défense d'alors. Épisode 3. À l'approche des élections présidentielles, le président Bédié a une information selon laquelle le président Gbagbo ne suivra pas le plan de Soro. Des contacts sont pris pour le convaincre d'adhérer. Le Woody ne veut aucunement être associé à une entreprise de déstabilisation, encore moins, avec Guillaume Soro comme planificateur. Naît alors le plan B, une idée du professeur Maurice Kakou-Gikawe, le refus de participer aux élections présidentielles pour ne donner aucune légitimité au scrutin. Ce qui débouchera à la création du Conseil national de transition. Le pouvoir veut infiltrer la plateforme de l'opposition qui se crée. À Montano, Marcel prend sur lui de se sacrifier pour aller en infiltration car, celui sur qui l'on comptait pour avoir des informations de l'intérieur semble être le fer de lance, Afi Nguessan.
Afi N'Guessan veut redorer son blason à l'approche de l'arrivée vraisemblable du président Gbagbo. Il veut montrer sa hargne militante et prend les devants. Sauf que Assoadou connaît la position du mentor, il ne s'associera jamais à une entreprise où Soro est impliqué. Le pouvoir a désormais 2 personnes infiltrées au sein de la plateforme de l'opposition, Dr Abdallah Mabri Touakeuse et Amontano Marcel. Cependant, très observateur, Mamadou Koulibaly n'est pas convaincu des nouveaux illuminés. Il ne manque pas d'avertir Afi et le président Bédié. C'est dans ce contexte que se font jour des rapports au chef de l'État, faisant état d'une tentative de déstabilisation imminente. Les déclarations à n'emporte-pièce du désormais célèbre Anselmo Bruy vont dans ce sens. Depuis l'avant-élection, il ne cesse de menacer à mots à peine voilés le pouvoir d'Abidjan. Mais d'autres désignent le Premier ministre d'être pressé de remplacer le président. Il est surveillé de près. Il est important de faire une rétrospective de la situation. Au départ d'Ahmed Bakayoko de l'Intérieur, son remplaçant découvre une mine d'or avec le trafic de drogue Savaham organisé par le Golden Boy. Le ministre Sidiki Diakité rencontre à plusieurs reprises son prédécesseur pour comprendre les enjeux et ce qu'on attend de lui. Faut dire que ce n'est pas un voyou. Sa décision de faire arrêter le puissant trafiquant de drogue nigérian Obonea, protégé du demi-dieu, va désorganiser la fluidité du trafic. Ambak est alors obligé avec ses hommes laissés au CCDO et à l'antidrogue, d'assurer la bonne marche du roulement. Pour mettre fin à l'amateurisme, la vraie baronne demande que l'intérieur change de main. Le général Vagondo Diomandé prend alors le contrôle des opérations. Le ministre Sidiki ira à l'administration du territoire et de la décentralisation. Ainsi Amba contrôle partiellement le trafic. Mais l'argent de la drogue est une grosse manne et les entrées ne sont plus ce qu'elles étaient. Connaissant les fournisseurs, une seconde route se crée, une route parallèle. Ce qui ne va pas manquer d'exaspérer la baronne, qui s'en plaint sur l'oreiller au Prado. Ordre est donné au général Vagondo de mettre de l'ordre dans la maison. C'est alors que la DEA qui fermait les yeux sur le trafic, vu que la route éburnéenne aidait à alimenter le nord du Nigeria, sujet sensible, décide subitement de s'y intéresser. Vice Media est orienté par une source anonyme vers des pistes bien spécifiques. Cependant, en aucun moment, la baronne n'est citée, encore moins son époux, ni feu Mamadi Diané, celui qui, de la CIA, avait ouvert la route. C'est ce que Konatézier essayait de faire comprendre au Golden Boy dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La décrispation de la vie politique obligeait le Premier ministre à un dialogue inclusif. Le 5 novembre 2020, Ahmed Bakayoko est contacté par le président Gbagbo. Au cours de cet entretien, une phrase dite par l'illustre prisonnier de la haie va aiguiser la curiosité du Premier ministre: « Nous ne saurons aucunement être solidaires d'une manière ou d'une autre à toute tentative de déstabilisation du pouvoir. » L'histoire retiendra que le lendemain du 6 novembre 2020, ordre est donné d'arrêter des membres du CNT, au rang desquels Maurice Kakou Gikawe et Afi N'Guessan. Le dernier cité sera arrêté dans la nuit du 6 au 7. La légende raconte que Mabri Touakeuse aurait disparu et Amontano Marcel aurait été épargné après l'intervention de son père. Une chose est sûre, le chargement de cette fin d'année 2020 n'est pas du goût de la présidence. Plus de 800 kg de drogue pure vont échapper à la vigilance des autorités. Il faut mettre un terme à tout ça. Épisode 4, Opération H22. La nouvelle route, la route parallèle, dessert les pays limitrophes. Le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria et surtout les bandes terroristes du désert. La logistique est facilitée par des agents de douane, des agents des eaux et forêts et l'antidrogue. Tous gagnent dans le trafic grâce aux demi-dieux. Ainsi, le ministre Dongwayi, suite à une saisie dans la forêt de Taï, va être mis dans la confidence pour toucher une part. Depuis 2018, une prime exceptionnelle de rendement est versée aux agents des eaux et forêts. Cette prime n'est autre que le fruit de la facilitation de la logistique.
Lorsque le général Apalo va apprendre cela par ses hommes de la brigade anti-drogue de la gendarmerie, il fera alors une remontée personnelle de l'information à la présidence. Une chasse à l'homme pour identifier tous les dépôts, les convoyeurs et les implications sera mise sur pied. Tenez, Birahima Ouattara accentue les choses et veut s'ouvrir le chemin. Il est méthodique et règle les problèmes l'un après l'autre. De fait, selon la Constitution, il y a un ticket présidentiel qui challenge le candidat et son vice-président. Mais comment faire accepter au peuple ivoirien ce ticket qui aurait comporté la candidature de Amadou Gon Coulibaly Téné Birahima Ouattara? Le superfuge est trouvé de retirer le ticket pour ne présenter que le candidat qui, une fois élu, pourra nommer son vice-président. Sauf que Gon Coulibaly meurt entre-temps. Le Golden Boy, qui a aussi compris la supercherie, veut jouer son va-tout. Des négociations ont lieu en interne et il est proposé à Ahmed Bakayoko qu'après les législatives, un poste de président d'institution lui est dédié. Le clan Ambak lui conseille de ne pas se laisser faire. C'est son moment. Il faut agir. Le demi-dieu a besoin d'appui. Il faut assurer les arrières, il croit son entourage imperméable. Il commence une tournée qui le mènera en France, et surtout au Maroc pour avoir l'aval du roi Shrifin. Des émissaires à lui, sous le couvert de la négociation avec le président Gbagbo pour son retour, négocient avec ce dernier pour un soutien de poids du fin boulanger. Le président Bédier est aussi mis dans la confidence. Mais une personnalité à qui il est demandé de contribuer à ce qui sera nommé Opération H22, refuse car pour lui, il y a compromission. Il criera même à l'amateurisme notoire, l'ambassadeur Georges Ouénien. Il refuse d'être associé. Mamadou Coulibaly trouve tout ceci malsain. Il va prendre ses distances. L'opération H22 consistait à prendre le pouvoir et créer une collégialité dirigeante entre Ahmed Bakayoko qui en serait le président, pour emmener à des élections inclusives en 2022. Une alliance devait être infaillible entre tous. Selon toute vraisemblance, le CNT devait être le fer de lance. Sauf que le président Gbagbo va s'en dissocier. Afi N'Guessan Arrêté se livre à cœur ouvert pour bénéficier des bonnes grâces du pouvoir et surtout avoir la vie sauve. Il en a été convaincu quand le général Apalo lui a fait écouter le contenu de l'appel entre le Premier ministre et celui qu'il tentait d'impressionner et pour qui il avait subitement retrouvé sa vigueur militante. Avec l'appui des renseignements français, il se fait jour un renversement imminent du pouvoir le 5 janvier 2021. Aussi, officiellement, la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État est annulée. La cérémonie aurait été l'occasion idéale pour arrêter tous les membres du gouvernement et les principales autorités du pays rassemblés ce jour en un seul lieu. Les preuves étaient formelles. Le 8 janvier 2021, Ahmed Bakayoko est convié à la résidence présidentielle. Il n'a rien soupçonné puisque c'est un fonctionnement coutumier. Il fut surpris de constater la liste des autres convives. Était présent son mentor le général Coulibaly. Le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo. Le ministre de la Sécurité, le général Vagondo. Un conseiller français. Le directeur de cabinet, futur Premier ministre, l'honorable Fidel Sarasoro. Le directeur du renseignement, Insa Touré Coulibaly. Le directeur du RDR, Adama Bictogo, dont la présence a intrigué au plus haut point le Premier ministre. Les évidences présentées, le général Coulibaly a dit au Premier ministre sa déception. Il a grondé le ministre de la Défense comme on gronde un enfant. Il a assuré au député de Séguéla qu'il lui retirait sa sympathie et sa protection. La baronne était particulièrement mécontente du maire d'Abobo. Elle lui a infligé une gifle en lui promettant le démantèlement de tout son réseau, les vendeurs de café des rues, les boîtes de nuit, ses soutiens libanais et autres. Les généraux Apalo et Vagondo ont été chargés de l'exécution. Le président, très calme, a conclu réfléchir sur les suites à donner à cette trahison. Ambak a voulu démissionner, mais pour le président il n'en était pas question.
Il lui est signifié qu'il reste à son poste jusqu'après les législatives. Le Premier ministre est rentré chez lui complètement abattu. Les jours qui ont suivi, il avait soif et voulait constamment boire. Dame Yolande a demandé à son beau-frère de venir pour l'examiner discrètement. Dr Hendry fut le premier à déceler un corps étranger, il était 3 heures du matin ce 19 janvier 2021. Ahmed Bakayoko. Chronique d'un déclin programmé. Épisode 5. Fin. Se sentant atteint, le Premier ministre, par le truchement de son épouse, va informer le monarque shrifin pour que lui soit accordé le droit de quitter le pays. Cette démarche était délicate. Les rapports indexaient aussi l'implication de l'allié économique du régime d'Abidjan. Comme on le dit, les États n'ont pas d'amis, que des intérêts. C'est après moultes échanges que le Prado a accepté de laisser partir l'indésirable du régime. Quitter le pays sans avoir eu le temps de sécuriser ses acquis, en bas ne pouvait pas le risquer. Son épouse Yolande fut contrainte de rester. Il s'agissait d'essayer de mettre des biens à l'abri. Nul ne sait comment reviendrait le Golden Boy et surtout s'il reviendra. Aussi, les suppôts, les financiers, les fournisseurs, les dealers pour ce qui est de la drogue, les soutiens pour ce qui est de la politique et des affaires, immobiliers, sécuritaires, lobby, ont été contraints de se mettre à l'abri. Nombreux sont à Rabat. Ils espèrent l'intervention du roi pour ne pas être objet de la vindicte de la baronne. Des ambassadeurs sud-américains seront rappelés et remplacés dans les prochaines semaines. Cependant, la réorganisation des réseaux se fait à travers tout le pays et jusqu'au-delà. Beaucoup ont déjà fait allégeance pour garder leur monopole, mais surtout pour rester en vie ou en liberté. Pour s'attaquer au président d'une loge, il faut plusieurs accords. La loge de Côte d'Ivoire est agrippée au Grand Orient de France. Et Ahmed Bakayoko, le demi-dieu, est le président de la loge de Côte d'Ivoire. L'action aurait dû être adoubée par les membres supérieurs de la loge de Côte d'Ivoire, et acquiescée par le Grand Orient de France. Aucune procédure n'a été respectée. Le président Ouattara et son épouse ont dû se rendre à Paris pour s'en expliquer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, à bientôt pour de nouveaux rapports, continuez de vous abonner sur toutes les plateformes qui publieront mon enquête. Alias Mouhamadou Soumaoro.